Vous aurez remarqué que depuis ce début d'année, je parle très peu dans mes chroniques du virus. C'est normal parce que je pense qu'on en entend déjà beaucoup parler et il m'importe de parler un petit peu d'autre chose. Un petit mot tout de même pour parler de l'actualité tragique qui nous anime. Tout ce que je vous raconte depuis maintenant 4 ans, c'est la 4e année que je fais cette chronique sur l'international. Je le dois en partie à des enseignants qui m'ont appris depuis l'école, puis au collège, puis au lycée, à développer un rapport critique à l'actualité, au monde, des professeurs d'histoire notamment. Et je tenais en ce moment un peu tragique le rappeler. Je suis comme tant d'autres un pur produit de l'école. Même si je suis critique à son égard, il faut quand même pas l'oublier, donc petite dédicace pour tous ces enseignants. Petite mise au point aussi avant cette chronique, on me le demande parfois, quels sont mes postulats philosophiques et anthropologiques, quelles sont ces hypothèses qui animent mon travail de chronique de l'actualité internationale. Alors je préfère les expliciter parce qu'à mon avis ça vaut mieux qu'une prétendue neutralité journalistique qui ne peut exister et qui est donc toujours un petit peu fallacieuse, c'est toujours un mensonge. Il vaut mieux à mon sens clarifier les hypothèses anthropologiques notamment. Quelles sont les miennes? Mon hypothèse est assez simple. D'abord l'universalisme, que tous les humains sont à peu près les mêmes un peu partout sur la planète, même s'il y a des différences culturelles, mais aussi qu'un désir de liberté, de libération, de lutte contre l'injustice traverse un petit peu toutes les populations partout et que ce désir commun, dans le contexte de mondialisation, notamment grâce aux formes numériques, à Internet, etc., nous rapproche de moments de coordination et en tout cas crée des résonances d'un pays à l'autre. Voilà un petit peu quelle est la trame qui sous-tend ces chroniques. Alors je vais prolonger un petit peu ma chronique de la semaine dernière en commençant par l'Asie. La semaine dernière, vous vous rappelez, je vous parlais de la Thaïlande. Il y a pile une semaine, en Thaïlande, était proclamé un état d'urgence qui interdisait les rassemblements de plus de 4 personnes. Donc en Thaïlande, il faut savoir qu'il y a un mouvement qui depuis 3 mois défile dans les rues, un mouvement populaire qui est pro-démocratie et qui n'a, il faut le noter, pas de leader. Il n'appartient à aucun parti politique et il n'y a pas de leader à la tête de ce mouvement. Ce mouvement de rue réclame la démission du Premier ministre. Le Premier ministre en Thaïlande, c'est un ancien général qui a été porté au pouvoir par un coup d'État en 2014. Il a déclenché à ce moment-là une révision de la Constitution qui est très favorable aux militaires. Ce gouvernement donc insupporte une partie de la population, notamment les jeunes, ce qui a déclenché des mouvements de rue, avec pour la première fois dans cette monarchie pluriséculaire, comme je l'expliquais la semaine dernière, un affront à la royauté avec une offense qui a été faite à la reine puisque la Rolls-Royce royale a été bloquée par les manifestants qui en plus ont fait un signe de 3 doigts, un signe qui vient d'un film qui s'appelle Hunger Games et dans ce film qui apparemment est pas terrible, c'est un peu un blockbuster standard américain, mais en tout cas le symbole de la révolte et de l'insoumission et de la lutte contre l'injustice, c'est ces 3 doigts. Donc il y a eu ces manifestations-là. Suite à ce que je vous disais la semaine dernière, donc cet arrêt de la voiture royale, 2 jeunes ont été arrêtés dès le lendemain de notre émission, donc le vendredi dernier, et ils ont été jetés en prison pour avoir offensé la reine, crime de lèse-majesté. Ces 2 jeunes encourent, s'ils sont reconnus coupables, une peine de 16 ans de détention, voire la prison à vie. Il s'agit des charges les plus lourdes prononcées depuis le début de la contestation qui donc a déjà plusieurs mois. Pour la première fois, suite à ces événements, des canons à eau ont été utilisés en Thaïlande contre les manifestants et ces canons projettent de l'eau mélangée à des produits chimiques. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus, si vous en savez plus. Qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est urticant? Est-ce que ça brûle la peau? Voilà. Est-ce que c'est comme du lacrymogène mais en liquide? Mais les manifestants ont immédiatement répliqué en montant des barricades. Alors, si vous connaissez un peu la société thaïlandaise, vous noterez que des barricades, ça va pas trop avec l'image qu'on a de cette société plutôt calme, plutôt pacifique, plutôt très respectueuse et très polie. Voilà, donc une montée un peu en pression. La police a menacé directement les manifestants en ordonnant par mégaphone à ses frères et sœurs de rentrer chez eux. Alors c'est marrant, la police en Thaïlande appelle les manifestants les frères et sœurs. Bon. Sauf que cette loi de couvre-feu, cette répression, ces canons à eau avec produits chimiques, ces arrestations, la détention de plusieurs jeunes, tout ça n'a pas suffi à stopper l'élan vital de libération qui anime la Thaïlande. Si bien que, alors que les rassemblements de plus de 4 personnes étaient formellement interdits, des dizaines de milliers de jeunes notamment envahissaient les rues de Bangkok au cri de « Prayut dehors ». Prayut, c'est le nom du Premier ministre, et au cri aussi de « Abat la dictature ». Car en Thaïlande, la lutte pour la liberté est plus importante
que le risque de répression, mais aussi que le risque viral, parce qu'évidemment le virus sévit là-bas aussi. Si bien que le Premier ministre, ce militaire donc, qui disait la semaine dernière qu'il allait rétablir l'ordre, vient de signer aujourd'hui même une vraie reculade. En effet, l'état d'urgence renforcé qui interdisait tout rassemblement politique vient d'être levé ce matin même, et ce texte de loi qui augmentait les pouvoirs de la police n'aura donc en fait tenu qu'une seule petite semaine face au mouvement populaire, qui a réussi donc à faire reculer ce gouvernement militaire. Aujourd'hui, à Bangkok, aujourd'hui même pendant que je vous parle, alors je ne connais pas bien les effets du décalage horaire, en tout cas, on sait que la foule bloque encore des rues, car même si le texte est annulé, donc même si le gouvernement a reculé, les manifestants continuent. Un manifestant de 25 ans témoignait, il criait « Nous continuerons à manifester ». Il demande notamment la libération des dizaines d'activistes interpellés. Voilà pour la Thaïlande. Restons en Asie, je poursuis mon analyse du phénomène BTS commencé la semaine dernière. Qu'est-ce que c'est BTS ? Alors, si vous ne connaissez pas BTS, je vous fais écouter un petit extrait sonore. Ça ressemble à ça. Ça va peut-être permettre à quelques jeunes ados de raccrocher sur l'antenne de Radio Méga. 99.2, en direct de Romans-sur-Isère, la bobine romanaise, on passe ça. Alors ça, c'est le tube Dynamite de BTS qui vient de sortir. Et c'est de la dynamite, en tout cas sur les ondes. Esthétiquement, je ne sais pas, je vous laisserai juger. Alors BTS, c'est quoi ? C'est the groupe de K-pop. Et la K-pop, c'est quoi ? C'est tout simplement la forme artistique musicale contemporaine qui, selon moi, cartonne le plus sur la planète. Alors c'est pour ça qu'il faut que je vous en parle. Et puis si vous ne connaissez pas la K-pop et si vous ne connaissez pas BTS, c'est fâcheux, il faut vous tenir au courant. Parce que c'est la première fois qu'un groupe asiatique dépasse l'Occident dans ses propres charts. Donc si je vous en parle, c'est pas par goût esthétique, mais c'est par souci d'attention au réel, à la réalité de ce qui se passe. Il faut bien regarder le monde en face. Qu'est-ce que ça veut dire ce phénomène BTS et qu'est-ce que ça veut dire la K-pop ? Alors je vous expliquais la semaine passée que ce boys band de Corée du Sud, c'est pour ça le cas de K-pop, Corée, ça veut dire musique populaire, pop music de Corée, K-pop. Ce boys band-là est le premier à battre en Occident, donc les pop stars occidentales, si bien qu'il y a même des stars de la pop music occidentale qui font des collaborations musicales avec ce groupe parce qu'on ne peut plus les nier. Ce groupe est en effet en tête des charts aux USA. Depuis la semaine dernière, j'ai poursuivi un petit peu les recherches et j'ai appris qu'il cartonnait aussi en France, même si moi je ne connaissais pas et qu'on est nombreux à ne pas encore connaître, puisqu'il a rempli le Stade de France à l'été 2019 pour un show de 3 heures qui a enflammé Paris et apparemment a révolutionné un peu le monde du spectacle live, puisque c'est un système de chorégraphie très complexe avec plein d'événements pyrotechniques, des danses, etc. Et voilà, ils ont mis un peu une claque au jeune public français. Ils ont fait pareil à Londres dans le cadre d'une tournée mondiale des stades. Ce groupe a fait tous les plus grands stades du monde et à chaque fois c'était une foule en délire qui les accueillait. Alors, c'est pourquoi donc je parle de ce groupe, parce qu'on ne peut pas nier cet événement historique qu'il constitue. Et jeudi dernier, jour pour jour, c'est pour ça que j'avais commencé à en parler, ce groupe faisait son entrée fracassante en bourse, explosant une fois de plus tous les records historiques pour un groupe de musique. Comme à chaque fois qu'ils sortent un clip ou un album ou qu'ils font un concert, c'est un vrai phénomène social global. Lors de l'entrée en bourse, ça a déclenché du délire, une explosion, et ils sont tous devenus multimillionnaires en quelques minutes. Comme je vous l'expliquais la semaine dernière, j'ai été frappé en observant les images de ces 7 jeunes garçons, puisque c'est un boys band composé de 7 jeunes garçons. J'ai été frappé par 2 éléments. D'abord, le métissage. Ils ont les traits les moins typiquement asiatiques, ils ressemblent moins à des Coréens que les autres Coréens, pour faire simple. Comme les stars de cinéma asiatique, qu'on commence à voir un petit peu sur nos écrans, et qu'on voit d'ailleurs dans le cinéma asiatique, le cinéma coréen, les plus belles personnes qui sont choisies là-bas, qui sont portées au pinacle par les sociétés asiatiques, ce sont celles et ceux qui ont les yeux les moins bridés, qui ont des traits qui se rapprochent le plus des nôtres, des occidentaux. Et on peut noter d'ailleurs qu'à l'inverse, les champions de beauté en Occident, donc nos Miss et Mister Univers, ont des traits de plus en plus métis. C'est tout à fait notable d'observer que les personnes considérées comme les plus belles en Occident, elles aussi, c'est la dynamique inverse qu'on observe, sont de plus en plus métisses, de moins en moins la beauté standard occidentale, on va dire. Ceci valide l'hypothèse d'une hybridation inexorable de notre espèce. L'avenir de l'humanité est cosmopolite, les humains se mélangent, et leurs stars, celles et ceux qui sont portés au pinacle, sont par excellence des hybrides. Voilà qui, entre parenthèses, conforte mon postulat universaliste que je précisais au départ.
Sur cette question anthropologique de l'hybridation, j'ai découvert par ailleurs, en poursuivant un petit peu mes recherches, que les 2 filles de Mark Zuckerberg, alors Mark Zuckerberg c'est pareil, il faut quand même s'intéresser à ce qu'il dit, à ce qu'il fait et à sa vie, puisque c'est quand même un des humains qui pèse le plus sur notre époque et donc sur notre avenir. Donc Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, je précise, ces 2 filles réfléchissez bien, elles sont métisses. Et oui, il fallait que ça arrive, elles sont métisses et sa femme, à Mark Zuckerberg, parle cantonais depuis l'enfance. Et oui, elles sont métisses asiatiques, ces enfants, puisqu'il est marié depuis une quinzaine d'années maintenant, donc ça tient, c'est un couple qui tient, tant mieux pour eux, avec une asiatique. Alors je ne nie pas la réalité de leur amour, je ne dis pas que Mark Zuckerberg s'est marié avec une asiatique à des fins stratégiques. Non, non, pas du tout, je dis juste que c'est un signe fort de l'époque, que ça indique quelque chose sur la situation, qu'un des êtres humains les plus puissants du monde, eh bien ses enfants sont métis. Je ne crois donc pas à l'hypothèse d'une guerre des civilisations, qui est souvent mise en avant, à l'hypothèse d'une guerre de l'Amérique contre la Chine. Je pense que ça, ce sont des phénomènes de surface, ce sont des phénomènes médiatiques de la géopolitique, des gesticulations un peu théâtrales, mais que la lame de fond, malgré les nationalismes, la lame de fond, c'est en fait une hybridation et une synthèse de l'humanité et un dépassement des nationalismes. Par-delà donc les populismes très visibles, qui sont à mon avis simplement l'écume du temps. Le populisme, ce n'est que la mousse qui bave au coin des lèvres des chefs nationalistes de tous les pays, mais pas la vague de fond. La vague de fond, c'est à l'inverse celle du cosmopolitisme, n'en déplaise aux racistes de tous bords. Ils ont perdu d'avance. Leurs arrière et arrière et arrière et arrière petits-enfants seront métis. Deuxième chose qui m'avait frappé à l'observation des images du groupe BTS, après donc cette forme d'hybridation dont ils témoignent, et ce qui peut expliquer le fait qu'ils cartonnent aussi en Occident, c'est leur apparence androgyne. Alors là, évidemment, quand j'ai vu ce groupe, j'ai mis un peu de temps à comprendre s'il y avait que des garçons et s'il y avait des filles. En fait, ce sont des mecs qui ressemblent pas du tout à des mecs. Ils n'ont aucun des attributs virils habituels. C'est l'inverse, par exemple, d'une star de rugby. Là aussi, ça témoigne de l'époque, du cours du temps et de l'irrépressible trouble dans le genre qui anime notre époque. Et leurs paroles aussi l'indiquent, leurs clips, leur façon de danser indiquent que l'époque progresse dans le sens d'une sorte d'ouverture sexuelle et la bisexualité progresse. Les homophobes ont donc eux aussi perdu d'avance, le temps joue pour la libération des identités. D'ailleurs, petit blind test du soir, qui a dit hier « Les personnes homosexuelles ont le droit à une famille ». Qui a dit ça? Je vous le demande. Alors, avez-vous une petite idée? Petit coup de pouce, la personne qui a dit ça hier soir, c'était dans un documentaire présenté à la fête du cinéma à Rome. Donc les propos n'ont pas été tenus hier soir, ils ont été tenus à plusieurs reprises et rapportés dans ce documentaire qui a été diffusé publiquement lors de la fête du cinéma à Rome. Qui a dit ça donc? Les personnes homosexuelles ont le droit à une famille. Eh bien c'est le pape. Je vous lis la déclaration in extenso en entier du pape. Le pape a dit « Les personnes homosexuelles ont le droit de faire partie d'une famille. Ils sont enfants de Dieu. Ils ont le droit à une famille. Personne ne peut être expulsé d'une famille ni vivre une vie impossible à cause de cela. Ce que nous devons faire, c'est une loi de cohabitation civile. Ils ont le droit d'être légalement couverts. » Alors voilà, si ça, ce que vient de dire le pape hier, ce n'est pas une preuve d'un certain sens de l'histoire, eh ben, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Si avec ça, j'arrive pas à vous convaincre un petit peu de ce sens de l'histoire vers une dynamique de libération, même le pape m'aide. Je plains d'ailleurs les catholiques français réactionnaires. Les pauvres, ils doivent quand même s'arracher les cheveux. Précisons au passage concernant le clergé que cette dynamique portée par le pape, donc de reconnaissance de la dignité des homosexuels comme enfants de Dieu, cette dynamique est poussée par l'épiscopat allemand qui voudrait voir reconnues les bénédictions de couples homosexuels. Et puis aussi par plusieurs congrégations religieuses, notamment les jésuites américains assez puissants. Revenons à la pop coréenne, la K-pop et le groupe BTS. Sur ce deuxième point du trouble dans le genre, du trouble des identités, du côté un peu androgyne, ni homme ni femme qu'incarne le groupe BTS, je dois néanmoins, pour être totalement sincère, nuancer mon propos depuis la semaine dernière. En effet, en poursuivant mes recherches, j'ai appris qu'un girls band tout aussi coréen et tout aussi métis a, pendant un temps, battu un record de visionnage de vidéos sur YouTube détenu à l'époque par BTS. Il fallait donc que je vois qui a réussi à faire encore plus fort que BTS. C'est des millions et des millions de vues en quelques heures, c'est le nombre de vues d'un clip en 24 heures sur YouTube. Donc j'ai regardé qui c'était, et là pour le coup j'ai été un petit peu heurté, puisque ce groupe, ce girls band, ce groupe de filles, eh ben là elles sont extrêmement girly.
Là, pour le coup, il n'y a pas du tout de trouble, c'est sûr que c'est des filles. Il y a même une infantilisation. Ces filles ressemblent à des fillettes hyper sexualisées, en mini-jupe, et donc pas du tout, comme on pourrait l'attendre dans l'autre sens, des filles qui seraient un petit peu plus masculines, qui auraient des traits un petit peu moins féminins. Donc, comme quoi, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on pourrait imaginer. Le sens de l'histoire, c'est pas un sens unilatéral. Il y a des contresens, il y a des contre-courants locaux. Et de toute façon, l'humain, c'est dans tous les cas des persistances lourdes, des phénomènes historiques très très profonds, et ça bouge pas aussi facilement que ne le laisseraient croire les images médiatiques sur YouTube. Donc voilà, il suffit de voir les images de ces Barbies tristement animées dans ce groupe de girls band pour comprendre que c'est un petit peu plus complexe qu'une libération directe, qu'une autoroute de la libération. En tout cas, le seul point commun entre ces deux groupes de la K-pop, c'est l'extrême jeunesse des artistes, des musiciens qui sont dans ces groupes. Et cette extrême jeunesse me fait penser à ce que les biologistes appellent la néoténie, c'est-à-dire que sont considérés comme beaux et belles celles et ceux qui font très jeunes, voire qui font bébé, comme chez les animaux. Par exemple, les humains ont sélectionné pour leurs animaux domestiques les chiens, les chats ou les vaches qui gardaient les traits enfantins, qui gardaient les traits de bébé. Une vache adulte ressemble à un veau beaucoup plus que si elle était à l'état sauvage et naturel. Et donc cela nous fait penser que peut-être l'animal humain est un animal domestique comme les autres, puisque les animaux humains que l'on met en avant, ce sont les animaux qui ont des traits très jeunes. L'animal humain aurait été un animal domestiqué par lui-même. Je développerai cette piste une autre fois, elle est un petit peu complexe et j'aurai pas le temps de tout dire. Revenons donc à BTS pour finir, ce groupe de K-pop. Qu'y a-t-il à dire de plus ? Eh bien, il y a encore quelques petites choses qui sont très importantes à dire à propos de la K-pop et de ce groupe BTS. Et des choses qui croisent précisément le propos de mes chroniques depuis quelques années. C'est le fait que la K-pop, avec BTS et avec TikTok, vous voyez comment déjà ces mots comme TikTok, K-pop, indiquent, ne serait-ce que dans notre vocabulaire, le fait que tous les jeunes disent aujourd'hui TikTok, ça indique cette orientalisation de notre langage, le fait que notre langage est de moins en moins occidentalo-centré, mais que il y a des termes et des sonorités asiatiques qui pénètrent notre langage et le quotidien de notre langage, en tout cas celui déjà des adolescents. Et donc, BTS et la K-pop sont entrés explicitement en politique. Et de quel bord, je vous le demande, évidemment, dans le camp humaniste, dans le camp de la défense des libertés. On aurait pu attendre d'un groupe de musique pop coréenne qui soit totalement neutre politiquement, aussi lisse que leur peau, aussi lisse que les jambes de ces jeunes filles, et que justement il n'y a aucune rugosité politique. Mais non, c'est pas ce qu'ils ont choisi. C'est là la nouveauté de l'époque, la nouveauté des années 2020, c'est que ce groupe est entré en politique. Ce groupe de musique donc, qui cartonne le plus, qui a fait une entrée fulgurante en bourse, qui est un des moteurs de la musique sur Internet notamment, eh bien, est entré en politique en prenant la parole. D'abord dans ses chansons, puisque non seulement donc, leurs chansons invitent à l'empowerment, c'est-à-dire à la prise de confiance des êtres, prendre confiance en soi, développer son pouvoir sur le monde. Chacune des chansons, les paroles invitent à ça. Les paroles invitent aussi au respect des singularités de chacun et chacune. Les paroles de leurs chansons invitent à se battre pour ses rêves, à réaliser ses rêves et bien sûr à lutter contre l'injustice. Vous me direz, bon, c'est pas grand-chose. Jusque-là, ça mange pas de pain. Mais quand même, c'est déjà pas rien d'entendre chanter en chœur par des millions de personnes sur toute la planète, dans la langue mondiale qui est devenue l'anglais, entendre ces paroles qui portent à la liberté, qui portent à la prise de confiance et au respect des singularités de chacun, c'est quand même pas anodin. Ils chantent pas simplement du yaourt, leurs paroles ont un sens. Et j'ai encore la faiblesse de croire que les mots ont un sens et que le langage implique le réel, que des déclarations langagières ont un impact sur la réalité. Mais en plus, ils ne se contentent pas de faire des chansons, on va dire, un peu humanistes, ils ont carrément pris la parole à l'ONU. Alors l'ONU, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même l'instance de gouvernementalité mondiale. Et ben on a ce groupe de K-pop, de jeunes stars coréennes qui ont pris la parole à l'ONU il y a un an et demi, je crois, pour s'engager contre, bon là c'est pas compliqué, contre la souffrance des plus démunis, et notamment des enfants pauvres. BTS d'ailleurs a fait des dons financiers à l'UNICEF. Donc à une époque où les États-Unis se sortent des institutions internationales, comme l'OMS, etc., eh ben on a des groupes de pop qui participent et prennent part aux institutions internationales et participent financièrement. Alors vous me direz, encore une fois, c'est très consensuel d'aider l'UNICEF. Donc l'UNICEF, c'est un organisme qui aide les enfants, grosso modo la santé, etc. des enfants.
Mais pire, le groupe ne s'est pas contenté de ce genre de prise de position assez consensuelle, même si on voit déjà une progression, une entrée à l'ONU d'un groupe de pop, d'un boys band, c'est quand même autre chose. Imaginons les 2B3 à l'époque qui allaient parler à l'ONU, ça aurait quand même, on aurait été obligé de le noter. Mais là, ils ne se sont pas contentés de ça, puisque cet été, il y a eu, on va dire, comme un durcissement de leur ligne politique, puisque ce groupe a pris fait et cause pour les Noirs américains. Alors Trump, qui, comme on le sait, n'aime pas trop les Asiatiques, il n'aime pas trop les gens différents de toute façon, il a dû se dire, je me mets à sa place sur Twitter à 5-6 heures du matin à la Maison Blanche, il a dû se dire, mais de quoi ils se mêlent ces gamins bridés, enfin même pas trop bridés d'ailleurs, on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait même pas si c'est des garçons ou des filles, et voilà qui prennent position contre moi et qui se mettent à défendre les Noirs, alors que c'est pas leur pays, c'est pas leur culture, ça les regarde pas du tout. Et bien quand même, ce groupe de K-pop a pris position donc pour le mouvement Black Lives Matter. Alors je rappelle que ce mouvement cet été s'est relancé suite à la mort de George Floyd qui a été étouffé sous la botte d'un policier blanc. Et donc le mouvement Black Lives Matter, ce qui veut dire la vie des Noirs compte, qui a retenti aussi en France et dans le monde entier. Le groupe BTS a donc donné $1 million à ce mouvement. Et c'est pas la seule chose qui s'est passée, puisque cet élan de solidarité, bon, en fait, pour ce groupe-là et leur label, c'est une goutte d'eau, parce qu'eux, ils pèsent des milliards, donc 1 million, ça leur fait pas grand-chose. C'est à peine s'ils se sont coupés un ongle. Mais n'empêche qu'à cet élan de solidarité ont immédiatement répondu les fans, leurs fans, la communauté nommée l'Armée, The Army, c'est la communauté des fans de BTS, qui a décidé d'être tout aussi solidaire que le groupe et a relevé le défi de lever sur la planète en quelques jours, voire en quelques heures, $1 million pour les donner là aussi à Black Lives Matter. Autant que leur idole, et alors pour les gens qui ont donné, forcément, c'est pas des millionnaires ou des milliardaires, donc ça leur coûte un peu plus cher. En tout cas, ça fait $2 millions qui ont été directement injectés par ce groupe de musique coréenne et leurs fans au mouvement Black Lives Matter. Et c'est là qu'on a commencé à voir la puissance des réseaux sociaux et la puissance de mobilisation qui a été déclenché. Et ça s'est encore aggravé, puisque quelques semaines après, ce même mouvement, donc l'armée des fans de K-pop, a réussi, donc ce sont essentiellement des jeunes et des ados, ils ont réussi à saboter l'un des meetings de Donald Trump. Alors ils sont experts en réseaux sociaux, tous ces jeunes, et ils ont lancé sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et surtout TikTok, le mot d'ordre de réserver des places pour un meeting un meeting où Donald Trump se vantait qu'il allait faire ça le comble, encore une fois, avec toute sa modestie qu'on lui connaît. Et il se vantait aussi de pouvoir enregistrer les données du public qui allait venir par milliers à son meeting pour ensuite leur envoyer de la com et de moderniser ainsi sa propagande politique. Sauf que les photos qui ont été faites par la presse ont montré qu'il a fait un meeting devant une salle clairsemée. La salle n'était pas du tout remplie comme il l'espérait et comme il l'avait prétendu, et ça a choqué les républicains. Trump lui-même apparemment n'en revenait pas, ont été pris de court par cet événement, par ce surgissement de l'histoire à l'intérieur de son meeting. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien en fait, beaucoup de fausses réservations ont été réalisées par les fans de BTS partout à travers le monde, par les fans de la K-pop en général, et en plus ce n'était pas n'importe quel meeting de Donald Trump, c'était un meeting assez symbolique puisqu'il se donnait à Tulsa, dans l'Oklahoma, et cette ville c'est l'endroit et c'est le nom qu'on a retenu pour un massacre qui a été commis au début du siècle, il y a pile un siècle, un des pires massacres contre les Noirs américains qui avait été couvert par les institutions policières blanches de la ville et qui n'a donné lieu à aucune condamnation. Cette ville était la ville qu'on appelait un peu le Wall Street des Noirs, puisque c'était une ville où les Noirs commençaient à se développer économiquement et a fait l'objet d'un massacre par les Blancs. Voilà. Et donc c'est ce meeting-là particulièrement qui a été attaqué par la communauté K-pop à travers le monde, en prenant des réservations c'est des réservations gratuites, c'est des meetings gratuits de Donald Trump, en prenant des réservations et en n'y allant pas. Ce qui a suffi à faire des photos de Trump devant une salle où il y avait des milliers de places vides. Voilà comment ils ont réussi à combattre à leur façon le mouvement de Trump, et ils ont fait encore pire, puisque cette communauté en ligne, qui maîtrise très bien les réseaux sociaux, comme je vous le disais, a réussi à stopper le hashtag White Lives Matter. Alors ce hashtag, il a été lancé par la droite américaine pour défendre l'homme blanc qui serait menacé par les luttes égalitaires, les luttes contre les inégalités portées par les Noirs. Donc un hashtag purement raciste, en gros c'est l'extrême droite américaine qui a lancé ce mouvement l'homme blanc compte. Sauf que les jeunes maîtrisent très bien les algorithmes, les jeunes fans de K-pop, et qu'ils et elles, solidaires, très solidaires entre eux, c'est une communauté très très proche. Dès qu'il y a une info sur le groupe, dès qu'ils ont un accident de voiture, parce qu'ils ont eu un accident de voiture, tout le monde like, tout le monde arrête ce qu'il est en train de faire. Dès qu'il y a une sortie du groupe, tout le monde réagit. Et donc ils sont capables d'utiliser cette force de mobilisation aussi à des fins politiques. Ils ont réussi à contrer ce hashtag en répondant très rapidement
aux appels de la communauté, et ils ont monopolisé ce hashtag, et ils y ont mis des vidéos de danse K-pop, et tout ça avec beaucoup d'humour, beaucoup de finesse, et ils ont gagné. Ils ont réussi à battre l'extrême droite américaine et à écraser la tentative de faire naître un mouvement de droite White Lives Matter, à l'écraser par des vidéos de chorégraphie de pop coréenne. Parce que voilà, désormais ils pèsent tellement fort, non seulement économiquement avec la bourse pour le groupe et son label, mais aussi pour la communauté des fans, ils pèsent tellement fort qu'ils savent faire plier le réseau Internet dans tel ou tel sens. Et ça permet de nuancer l'idée que Google et Facebook auraient tous les pouvoirs sur nous. C'est aussi la communauté des fans, la communauté, on va dire, des utilisateurs de ces réseaux sociaux qui a un poids effectif d'orientation des algorithmes. Alors d'autres actions de sabotage se sont multipliées depuis. Fin mai, la police de Dallas, par exemple. Donc là, je suis en train de vous expliquer que les fans de K-pop, donc cette musique coréenne, ont réussi à contrer la police de Dallas. Puisque la police de Dallas avait mis en ligne une application qui invitait les utilisateurs à envoyer des vidéos d'actes illégaux. En gros, à faire de la délation grâce à la vidéo. Il y avait une appli qui vous permet, si vous filmez par exemple des émeutiers, vous envoyez ça sur une application et la police peut les arrêter, trouver des informations. Alors que se multipliaient donc à Dallas des manifestations qui étaient interdites contre la police. Des manifestations contre la police à cause des violences faites contre les Noirs. Eh bien, cette application qui était nommée iWatch Dallas, bon, entre parenthèses, on peut préciser que c'est quand même pas très sympa de la part de Apple d'avoir autorisé ce genre d'application, mais bon, on ne sera pas surpris. Eh bien, cette application a été inondée là aussi de clips de K-pop. Tous les fans de K-pop, donc des millions et des millions de personnes, ont téléchargé cette application et ils l'ont aussi notée comme très nulle dans l'App Store. Ce qui fait qu'elle est dans Google Play, ce qui fait qu'elle n'apparaissait pas facilement, qu'elle était classée très loin derrière et même si on voulait la prendre, c'était assez difficile de la retrouver parce qu'elle était sous-classée. Ils ont encore une fois utilisé l'algorithme pour faire pression sur cette application. Et l'objectif a été atteint en un jour. Le jour suivant, la police de Dallas avait annoncé la mise hors ligne d'iWatch Dallas suite, soi-disant, à des problèmes techniques. En fait, la police s'est rendue compte qu'ils avaient été battus par ce mouvement communautaire. Et donc, sous le tweet de retrait par la police de Dallas, la réponse la plus populaire détaillait une recette d'un plat coréen composé de gâteau de riz servi dans une sauce très pimentée. Et voilà comment ils signent leurs attaques contre la droite américaine et la police américaine, tout simplement. Alors attention, précision, j'essaie simplement d'analyser le phénomène K-pop et le phénomène BTS. Je n'idéalise pas du tout la K-pop. Il faut rappeler quand même que la K-pop, c'est une industrie qui génère des milliards, qui pèse directement dans le PIB de la Corée du Sud, que la Corée du Sud, c'est pas rien, c'est le pays de Samsung, c'est un pays qui pèse très lourd dans le capitalisme mondial. Et donc, la K-pop, c'est aussi l'avant-garde spectaculaire du capitalisme offensif. Et en plus, très concrètement, ces jeunes dont je vous parle, ils ont une vie très difficile. Ils sont quasiment kidnappés à leur famille à partir de 10 ans. Ils sont enfermés dans des centres de formation où on les apprend à danser, chanter, à faire des pirouettes, à faire tout. 5, 6, 7, 8 heures par jour pendant 10 ans et après on les sort. Ce ne sont que des avatars dessinés par des concepteurs. Leur vie ne leur appartient même plus. Je pense que ce serait des cas d'école pour étudier le développement psychique de ces personnes parce que ça doit être un degré de souffrance qu'on imagine à peine. Ils travaillent comme des brutes, ils et elles travaillent comme des brutes. D'ailleurs, leur taux de suicide est très élevé, ils souffrent de problèmes de drogue. Bref, comme d'habitude, le off de la K-pop est affreux, exactement comme derrière une pub de Coca-Cola ou de Nike. Ça paraît joli, et en fait, derrière, c'est affreux, comme à chaque fois, avec le capitalisme. Voilà, c'est tout pour l'analyse du phénomène K-pop. Et je termine sur la question du soft power. Donc le soft power, c'est ça, c'est la capacité à faire pression par autre chose que des armes. Pour vous préciser une information du jour concernant le cinéma cette fois, la crise sanitaire et économique traversée par les États-Unis n'a fait qu'accélérer un processus enclenché depuis plusieurs années. La Chine s'est emparée du titre convoité de premier marché mondial pour le cinéma. Voilà, ça indique aussi le fait que l'époque pivote un petit peu vers l'Est, un petit peu vers l'Asie, comme le disait Barack Obama. Maintenant, le plus grand marché du cinéma, c'est l'Asie. On va faire une petite pause musicale avec un autre morceau de l'album que j'ai utilisé la semaine dernière. C'est un album, je ne vous l'avais hélas pas présenté, je m'en excuse. C'est un album par le rappeur français Rossé, qui s'appelle Identité en crescendo, qui est sorti il y a une douzaine d'années, je dirais à peu près, mais qui garde toute son actualité. Petite pause musicale sur Radio Méga et on revient tout de suite
pour la suite de la bobine romanaise en direct de Romans-sur-Isère. Avec ma tête de métèque, de juif errant de musulman, ma carte d'identité suspecte d'étudiant noir, rappeur blanc. Je commets le délit de faciès à tout lieu et de tout temps. Je sais pas ce que je suis aux yeux des êtres, mais je sais ce que je suis sans. Avec ma tête de métèque, de juif errant de musulman, ma carte d'identité suspecte d'étudiant noir, rappeur blanc. Je commets le délit de faciès à tout lieu et de tout temps. Je sais pas ce que je suis aux yeux des êtres, mais je sais ce que je suis sans. On dit que les humains s'organisent en tribus. Je titube en passant de l'une à l'autre et je me situe au beau milieu du vif dans mon être qui de visu n'aurait que le besoin de se sentir individu. Mais les patries se soudent et je glisse entre elles comme un savon. Que les préjugés mouillent mais l'isolement forme les bulles qui me lèveront. Et dans ma tête ma propre histoire, mon propre jargon me rendent seul, indépendant et grand garçon qui espère ne jamais, ah s'ils savaient faire tant de manières, avoir tant de fragilité, rendant illimité dont ils se blottissent dans la chaleur de leur communauté. Que j'aime les regarder dans la froideur d'une objectivité. Le courage en groupe est facile, on partage les craintes. Les opportunistes ouvrent leurs pistes, je ne réponds pas à l'appel. Je ne mange pas dans cette gamelle, mes pieds ne vont pas dans l'empreinte. Arabe loin d'SOS racisme et juif très loin d'Israël. Oh combien ce serait facile de suivre le groupe, n'importe lequel tant que j'ai un bouclier de communauté et de soupe. Mais je redoute qu'on veuille me modeler coûte que coûte, rien à foutre. Je resterai seul sur la route médisant les troupes. Avec ma tête de métèque, de juif errant de musulman, ma carte d'identité suspecte d'étudiant noir, rappeur blanc. Je commets le délit de faciès à tout lieu et de tout temps. Je sais pas ce que je suis aux yeux des êtres, mais je sais ce que je suis sans. Avec ma tête de métèque, de juif errant de musulman, ma carte d'identité suspecte d'étudiant noir, rappeur blanc. Je commets le délit de faciès à tout lieu et de tout temps. Je sais pas ce que je suis aux yeux des êtres, mais je sais ce que je suis sans. Je fais partie des nations les plus haïes du monde, mais avec l'âge j'tape le monde, tout le monde. J'ai une planète dans la tête qui a des pics nauséabondes, loin d'un pays qui tolère. Car l'identité, je me crée un monde qui l'accepte. Chapeauté qui fait tant de lieux pour voir de ses yeux. Près de la terre et loin des cieux, je préfère le bas-côté. Près de la terre et loin des cieux, athée, oh grâce à Dieu, aucun ne m'aurait toléré. Et lequel je tolérerai, je m'affirme seul, loin de l'entonnoir intégration qui m'amputerait de mes ancêtres pour que je glisse sans frottement. Détacher ma culture et mon nom pour rentrer dans le rang, c'est l'assimilation et c'est de la mutilation. Et devoir s'intégrer à un pays qui est déjà le sien, c'est flairer, se mordre la queue, donc garder un statut de chien. Quand je ne peux séparer les cultures qui m'ont fait un, m'en retirer une partie, c'est ôter tout l'être humain. Faudra compter dans ce présent à ce que je ne sois un néant, mais plutôt un exemple vivant avec ce double tranchant qui ouvre les plaies encore fraîches d'un pays intolérant. Je ne séparerai pas mon être, que chacun y voit ses démons. Oh combien ce serait facile de suivre le groupe, n'importe lequel tant que j'ai un bouclier de communauté et de soupe. Mais je redoute qu'on veuille me modeler coûte que coûte, rien à foutre. Je resterai seul sur la route médisant les troupes. Avec ma tête de métèque, de juif errant de musulman, ma carte d'identité suspecte d'étudiant noir, rappeur blanc. Je commets le délit de faciès à tout lieu et de tout temps. Je sais pas ce que je suis aux yeux des êtres, mais je sais ce que je suis sans. Avec